Bonjour aux personnes qui ont commencé à nous rejoindre. On va attendre une petite minute ou 2 et ensuite, on va, commencer. Et pour information, nous enregistrons, cette présentation. Vous pourrez retrouver par la suite, mais il faut que vous soyez informés, que c'est enregistré. En attendant que, les, autres personnes puissent nous rejoindre, je vous mets les petites consignes pour le bon déroulement de la présentation. Coupez vos caméras et coupez, les micros, s'il vous plaît. Ça permet d'avoir moins de bruit, parasite, et d'avoir un meilleur flux. Et puis, vous avez un chat, de disponible, sur lequel vous pouvez, poser vos questions. Il y aura, un temps à la fin de la présentation pour y répondre et vous verrez aussi pendant le webinaire, je vais vous solliciter. Vous pourrez également, communiquer, via, ce chat. On attend une petite minute supplémentaire et après on commence. Allez, je vais commencer à vous parler des lundis du CEP, donc des webinaires qui sont gratuits, à disposition de tous. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour ceux qui étaient là et pour ceux qui nous rejoignent, le webinaire est enregistré, ce qui permet aussi aux personnes qui n'étaient pas forcément disponibles là maintenant de pouvoir le visionner ultérieurement. On vous présente différentes thématiques et ils ont pour thématique la reconversion, la formation, la valorisation des compétences, différentes thématiques qui touchent autour de l'évolution professionnelle et de toute question que l'on peut se poser sur son avenir professionnel. Il y a un lien que vous pourrez également retrouver pour voir les autres replays qui ont déjà eu lieu par rapport à ces lundis du CEP. Aujourd'hui donc le 8 mars, le 15 mars et puis en suivant nos actualités, vous verrez qu'ils reviennent tous les lundis. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, journée des droits de la femme et donc un thème qui a été dédié à femmes-hommes, tous égaux lors d'un projet d'évolution professionnelle. Une question que l'on se pose et qui est posée régulièrement
Ce que je vais vous proposer, ça va être un moment, d'échange, de réflexion. Je vais vous amener aussi, des informations sur, cette question de l'égalité, professionnelle et l'impact que ça peut avoir dans notre évolution. L'idée est aussi, au terme de ce webinaire, que vous ayez, des pistes de réflexion, des éléments de réponse afin de pouvoir aussi, avoir des clés pour résoudre, les problématiques, que l'on peut rencontrer, dans son évolution, professionnelle. Et bien sûr, nous verrons, comment le CEP, peut répondre à ces questions. Alors moi, je suis Émilie Boissou, je suis conseillère emploi formation. Je travaille au CIDFF Gironde, Centre d'information des droits des femmes et des familles. Les CIDFF sont présents sur tout le territoire, en Nouvelle-Aquitaine, nous faisons partie du groupement piloté par le CIBC, qui délivre le CEP pour les actifs occupés. Alors, le 8 mars, donc un webinaire avec une thématique spécifique par rapport au 8 mars, et nous voulions vous faire un petit point sur ce qu'est le 8 mars, son histoire, puisque aujourd'hui on parle de la journée des femmes. On va le voir, on est sur la journée des droits des femmes, hein, c'est important quand même de repréciser cela. C'est une journée de manifestation à travers le monde. C'est l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Et c'est une journée qui met en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Vous le verrez pendant cette petite présentation, parler des droits des femmes, c'est aussi parler de la situation globale égalité femmes-hommes, et bien sûr qu'on s'adresse également, aux hommes et de l'impact que ça a pour eux, également. Son origine, c'est, les luttes ouvrières dans le XXe siècle, avec pour lutte les meilleures conditions de travail et notamment, l'accès, au droit de vote. Avec des dates marquantes par rapport à ce 8 mars. En 1910, une conférence internationale des femmes socialistes par Clara Zetkin, proposition d'une journée internationale des femmes. On a bien la dimension internationale, hein, pour cette journée-là. En 1917, nous avons la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg et ça va lancer la tradition du 8 mars. Bien sûr aussi relancer la révolution russe à ce moment-là. Et c'est après 1945 que cette tradition va devenir mondiale. Cette date va être réinvestie dans les années 70 avec le regain des mouvements féministes et reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977. 1982, reconnue officiellement en France. Donc là, on peut voir déjà au travers de ces dates que certaines choses peuvent mettre du temps. Et nous allons parler un peu de la temporalité, notamment par rapport à l'accès et à la réduction des égalités femmes-hommes, hein, notamment dans le monde professionnel. Il est important de savoir que les choses peuvent prendre du temps, il est des fois nécessaire, mais que ça finit par avoir des issues plutôt positives et qu'il ne faut pas lâcher. Alors, égalité professionnelle, cela veut dire quoi pour vous? Ce que je vous propose dans le petit chat, là, spontanément, quand je vous parle du mot égalité professionnelle, qu'est-ce que cela vous suggère? Et du coup, voilà, de me partager dans le petit chat qui est ouvert, de me dire ce que ça veut dire pour vous. Alors, nous avons égalité salariale. Est-ce qu'il y a d'autres propositions?
Mmh. OK. Alors, dans les propositions, nous avons des postes à responsabilité partagée, aussi bien par des hommes que des femmes. Alors, oui, en effet, on va le voir, hein, l'égalité, salariale, c'est aussi, dans les postes et dans les responsabilités, et dans cette question de l'évolution professionnelle, quel impact cela peut avoir? Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres propositions? Alors, ça rédige. La mixité dans les postes, oui. On va le voir également, que, cette mixité, on va le voir, il y a des issues très positives, hein, dans l'égalité, professionnelle, mais, il y a encore des grosses marges de manœuvre et la mixité dans les postes, en est une notamment. Heu, OK, accès à la mobilité. OK, très bien. Tout à fait. On va voir, toutes ces dimensions-là dans ce que je vous propose, pour ce petit temps ensemble. Isabelle, pas d'a priori, depuis le recrutement à la fin de la carrière dans l'entreprise. Oui, en effet, intéressant, hein, les choses se jouent, dès le, dès le recrutement, avec, peut-être que certaines d'entre vous, hein, ont été, confrontées à des situations en recrutement où, on peut avoir des questions ou, des réflexions sur l'impact qu'est, le fait, d'être femme, d'être mère notamment, où les choses sont peut-être pas abordées de la même façon, qu'on soit une femme ou un homme et jusqu'à la fin de la carrière dans l'entreprise, en effet. Heu, c'est chaque moment dans sa carrière et dans son évolution professionnelle où cette question-là doit être présente et défendue, en effet. Alors, je vous propose un petit quiz et pareil, dans le chat, vous pourrez me faire part, de vos réponses. Alors, en France, pour le même emploi, le même diplôme et la même expérience, combien une femme gagne-t-elle de moins qu'un homme en moyenne? Plusieurs propositions pour vous aider. A, 12 de moins, elle gagne, c'est-à-dire 880 € quand un homme, lui, gagne 1 000 €. B, 6,3 de moins, donc 937 € ou C, 2,5 de moins. Donc avant de passer à la deuxième question, je vous propose, de me faire part, de vos réponses, A, B ou C déjà pour cette première question. Alors Marlène, B, 6,3. Isabelle, B, A. Ah, c'est parti. OK. A pour 12. D'accord, donc on est entre A et B. C ne retient pas, de suffrage. OK. A encore. OK, 12. D'accord. OK. Alors, la réponse est B, 6,3 de moins. Alors, on verra, par la suite, je vous amènerai des chiffres, un peu plus détaillés puisque ce chiffre peut, bouger entre, le statut, la situation familiale ou différentes choses. Je vous amènerai des petites indications, mais c'est 6,3. Alors souvent, on parle de 20, enfin de chiffres plus importants. Aujourd'hui, on est 6,3 et ça, c'est un écart qui tend à s'améliorer d'année en année. Pareil, si on prend en génération, sur les jeunes générations, l'écart est encore moindre. Donc ça, c'est plutôt un axe positif, de, l'évolution et de tout ce que, cette, voilà, ce côté, important, hein, de l'égalité, femmes-hommes et même au niveau des la prise en charge au niveau des ministères, il y a un impact. Deuxième question, quel est le pourcentage de femmes chefs d'entreprise en France?
Donc, tout à l'heure, on parlait des responsabilités par rapport à l'égalité professionnelle. Donc, ben voilà, être chef d'entreprise en France pour une femme, ça représente 8% des femmes, B 12%, C 25%, D 32%. Pareil, je vous laisse me faire part de vos réponses dans le chat. Alors, Isabelle, elle nous dit C 25%, Marlène C, Isabelle dit B, 12% B, d'accord, et encore 12% B. Ok, alors, et encore un B, 12%. Alors, le B semble vainqueur, et du coup, c'est C, 25%. Mais on va mettre un très gros bémol, puisque on est quand même majoritairement sur de la micro-entreprise. Et notamment dans cette conciliation de vie personnelle, vie professionnelle, la micro-entreprise est un statut investi par les femmes dans leurs projets d'évolution professionnelle, ce qui fait qu'on a ces 25%. Si ensuite on ramène à des entreprises à taille plus importante, par exemple une entreprise de plus de 10 salariés, on va avoir 14%. Donc là déjà on perd plus de 10 points. Et pour les plus grosses entreprises, on est à 2%. Donc là, quand même bémol, et on voit que en termes de responsabilité et sur l'aspect entrepreneuriat, création d'entreprise, là, on est quand même encore avec une bonne marge de progression à avoir. Mais on peut questionner aussi cette question de la micro-entreprise, et tout à l'heure, on parlera de l'articulation des temps, et on verra en quoi, justement, c'est une solution. Une petite question qui est sur une thématique, on va dire parallèle, mais qui a un impact, notamment sur ses choix, sur son évolution. Sachant que les hommes consacrent en moyenne 46 minutes par jour aux tâches domestiques, eh bien, combien de temps y passent les femmes? C'est une donnée de 2015. L'ensemble des données que je vous ai données, c'est des données entre 2015 et 2018, pour la plupart. Alors, A, une femme, elle y passe 84 minutes par jour, 117 minutes pour la réponse B et 145 minutes pour la réponse C. Pareil, le petit chat, et je vous laisse me faire part de vos réponses. C'est parti. Alors, nouveau message 20. Alors, ok, A, B, C, là c'est plutôt égal. Ok, très bien. Alors, la réponse. 84 minutes pour une femme. Donc, on voit que l'impact des tâches domestiques est plus important pour les femmes encore aujourd'hui, presque le double. Il faut savoir que si on questionne un petit peu ces tâches aussi par type de tâches, parce que dans les tâches domestiques, pour les personnes qui vivent à l'extérieur, il peut y avoir des tâches extérieures, aussi des tâches un petit peu petite plomberie, etc. Et puis le ménage, la garde des enfants, voilà. Et du coup, pour le ménage, si on demande à un couple qui fait le ménage, 60% des hommes en couple disent ne pas faire le ménage contre 7% des femmes. Donc déjà, dans ces tâches-là, on peut venir questionner un petit peu cette répartition des tâches. Et tout à l'heure, justement, je vous proposerai une réflexion là-dessus, quand on accompagne hommes ou femmes dans cette question d'évolution professionnelle, et on se pose cette question de l'articulation des temps. C'est quelque chose qu'on peut venir un petit peu questionner, comment s'organise la répartition des tâches dans un foyer. Et les enfants aussi ont leur rôle à jouer, on le verra. Quelques chiffres qui sont donnés du ministère dans tous les ans, et je vous l'ai mis en lien ensuite.
nous avons des chiffres qui sont sortis, et notamment, alors là je ne les ai pas mis là, mais il y a toute une partie sur l'impact 2020 et le focus qu'on peut mettre sur l'impact qu'a eu sur les femmes. Mais en tout cas, en termes de taux d'activité, 76% pour les femmes contre 59% en 83. Donc on voit quand même qu'on est sur quelque chose de positif aussi, et avec une belle évolution. Et 84% pour les hommes contre 87% en 83. Donc pour eux, voilà, pas de réel impact. Donc les femmes, aujourd'hui, taux d'activité bien supérieur et en constante évolution. Et pareil avec les jeunes générations, ça augmente de plus en plus. On peut également voir que le diplôme va avoir un impact sur ce taux d'activité, puisque si on fait un zoom que sur des femmes diplômées, on va avoir 87% pour les femmes en taux d'activité, soit 18 points de plus que chez les moins diplômés. Et pour les hommes, 92,6% de taux d'activité. Et on verra tout à l'heure notamment des informations sur l'orientation également et sur les diplômes pour les femmes. Mais comme quoi, ça a quand même un impact sur le taux d'activité. Taux d'activité à temps partiel, on peut peut-être mettre en résonance justement avec toute la dynamique de pourquoi les femmes ont un taux bien supérieur, puisque là, par contre, on a 28,4% des femmes actives qui sont à temps partiel contre 8,3% des hommes actifs à temps partiel. En sachant que c'est pareil, ce sont des données qui sont évolutives, puisque là, on est en 2018. Depuis, quand même, on a eu aussi des progrès qui ont été faits sur l'accès au congé parental. Voilà, il y a un investissement aussi des hommes sur cette fonction-là, puisque le temps partiel est quand même choisi en lien avec concilier sa vie de parent. Et donc là, dans quelques années aussi, pour les hommes, il est sûr que le temps partiel sera peut-être plus investi aussi, mais en sachant que quand même dans le monde professionnel, pour un homme qui souhaiterait investir et être à temps partiel, ou pour pouvoir faire aussi d'autres activités, c'est beaucoup moins perçu, moins bien perçu que pour une femme. Donc il y a aussi ça, l'égalité professionnelle, c'est le fait de l'accès aux femmes à cette égalité-là. Mais on peut aussi se questionner, quand je suis un homme, de fait qu'il y ait ces inégalités-là, comment peut être perçus mes choix et mes envies. Et aujourd'hui, on constate qu'un homme qui veut être à temps partiel, ça va être beaucoup plus difficile pour lui et moins accessible, enfin, moins facile à argumenter auprès notamment de sa hiérarchie. L'inégalité salariale, donc vraiment sur le salaire. Et bien là, on peut voir qu'il y a encore, comme tout à l'heure, on a vu les statistiques globales. Si on prend par catégorie professionnelle, il y a un écart qui est plus important pour les cadres, puisqu'une femme va gagner moins 20,6%, pour les professions intermédiaires, et également moins important pour les employés, mais aussi un fort impact ouvrier, et notamment, faudrait redécouper par ouvriers qualifiés. C'est-à-dire que c'est pareil, nous avons moins de femmes qui sont ouvrières qualifiées. Et des écarts aussi qui se creusent en fonction du nombre d'enfants. Et en sachant que là, on parle bien d'un salaire qui est ramené à un salaire net à équivalent temps plein. Donc on ne peut pas se dire, ben oui, il y a plus d'écart parce qu'il y a 3 enfants, parce qu'elle gagne moins, parce qu'elle est temps partiel. On a bien ramené ce chiffre-là à un équivalent temps plein. Et là, on constate que plus le nombre d'enfants augmente, et plus pour les femmes, l'écart salarial va augmenter. Donc ça peut questionner, puisque comme c'est un chiffre ramené à équivalent temps plein, pourquoi une femme va avoir un impact plus fort par le nombre d'enfants? Même si on ramène à équivalent temps plein, il va y avoir des interruptions dans le temps au travail, et ça va venir couper ces temps où on peut évoluer dans sa progression salariale. Mais comme quoi, ça a encore quand même un fort impact.
Maintenant, je vais vous proposer un petit jeu autour d'un quiz métier. Je vais vous décrire un métier, donc vous allez en avoir la description à l'écran. Et je vous propose de réfléchir à deux choses. C'est ce métier-là est-il un métier plutôt masculin ou plutôt féminin? Et de faire des propositions de métiers. À votre avis, de quel métier il s'agit? Alors, donc, premier métier, la personne travaille en horaire décalé, voire de nuit. C'est un travail en équipe qui nécessite endurance physique, force. La personne reste debout durant toute sa journée. C'est un poste qui nécessite de la manutention de charges lourdes à répétition. Elle manipule des chariots pour le transport du matériel et peut avoir un recours à du matériel d'aide au port de charge. Alors, avec cette description, à votre avis, est-ce qu'on est plutôt sur masculin, féminin? Et à quel type de poste cela vous fait penser? Pareil, le petit chat pour pouvoir me faire part de vos propositions. Alors, Ben, oui, pour moi, ça serait plutôt un métier d'homme. Ça serait d'accord, plutôt un métier en entreprise, donc ouais, qui possède des charges lourdes. d'accord, ok. Alors, qu'est-ce que nous avons comme autre proposition? Nous avons infirmière, nous avons donc masculin, et nous avons masculin manutentionnaire comme proposition. Ok, donc on va retenir ça pour celui-ci. Ensuite, deuxième description. Là, on est sur un poste dans un bureau qui est essentiellement effectué sur poste informatique. Et tout à l'heure, on avait ouvrière en industrie aussi. D'accord. Et la personne effectue des horaires de journée. La personne doit être rigoureuse, méticuleuse, organisée dans son travail, et c'est un poste qui s'exerce dans une entreprise de service auprès de clients. Alors pareil, masculin, féminin, et de quel métier il peut s'agir? Alors, donc masculin ou féminin, les deux. Hôtesse d'accueil comme proposition, les deux. Ok. Donc là, ça semble plus partagé. Ok. Poste administratif, hotliner, homme ou femme. D'accord. Ok. Allez, on poursuit. Troisième proposition. Surveille l'état de santé des patients. Ah, pardon. Hop, je remets ça. Surveille l'état de santé des patients, les accompagne dans les gestes de la vie quotidienne et réalise des soins d'hygiène et de confort selon la préconisation médicale et les consignes du personnel soignant. Alors là, c'est pareil. On a droit à, hop là, pardon, un poste plutôt masculin, plutôt féminin, et à quel type de poste cela vous fait penser? Alors, qu'est-ce qu'on a comme proposition? Alors, les deux, aide-soignant. Ok. Infirmier, infirmière. Aide-soignant, soignante. Auxiliaire de vie femme ou homme, mais moins souvent. D'accord. Ok. Ok. Les deux, aide-soignant ou aide-soignante. D'accord. Ok. Alors, un petit dernier. Conçoit, développe et met au point un projet d'application informatique, de la phase d'étude à son intégration,
pour un client ou une entreprise selon des besoins fonctionnels et un cahier des charges. Peut conduire des projets de développement, peut coordonner une équipe. Elle varie selon la taille de la structure, polyvalent, spécialisation, gestion de projet, etc., la responsabilité, et peut impliquer un détachement auprès d'autres entreprises. C'est une activité qui peut s'exercer les fins de semaine, jours fériés et être soumise à des astreintes lors de la mise au point d'installation. Alors, masculin, féminin, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Chef de projet informatique, masculin ou féminin? Ok. Marlène, masculin développeur web. Consultant informatique, masculin, féminin. Ok. Très bien. Alors, avant de vous donner les réponses, dans ce petit jeu-là, hein, c'est quelque chose que nous, au CIDFF, on fait beaucoup en petit jeu auprès des jeunes quand on intervient dans les missions locales ou dans les écoles. Et en fait, chaque description est est genrée. C'est-à-dire que quand on fait, si on prend le premier, à la notion de charge, à la notion d'horaire décalé, d'endurance physique, ça amène souvent des représentations de postes masculins. Sur le 2, c'est une description avec pareil, un peu les représentations méticuleuses, rigoureuses, organisées, des représentations féminines de postes. Donc là, c'est nous qui avons construit ces descriptions de postes. Et ensuite, là, on a pris des descriptions par rapport à des fiches métiers, des fiches ROM. Et en fait, 1 et 3, on parle du même métier. Déjà, par exemple, cette fiche métier ROM, on est sur une orientation du poste sur le nursing, donc infirmière, aide-soignante. En effet, on parle de aide-soignant ou aide-soignante sur ce métier-là. Mais quand on revient sur la présentation d'avant, ça peut être cette description-là qui pourrait être apportée, parce qu'il y a de la charge lourde, hein, quand on a des patients qui sont alités et qui n'ont plus de capacité de mobilité, ou même voilà, ce qu'on appelle les corps morts, hein, c'est très lourd à mobiliser pour la toilette. Quand on parle de chariots, ben, il y a les chariots repas, les chariots de linge, ce sont tous des chariots qui sont à transporter. Hein. Et d'aide au port, ben, heureusement, l'évolution des métiers font aussi que c'est un métier avec ce qu'on appelle des supports pour lever les malades. Mais voilà, c'est la même description pour un métier différent. Et pareil pour le deuxième métier, en fait, où on était sur développeur web. Voilà, ce petit quiz pour dire que la façon dont on présente un métier peut amener aussi déjà les représentations que l'on a derrière. Et souvent, suivant les termes que l'on va utiliser, par exemple pour être soignante, voilà, le nursing et l'aspect pour développeur web rigoureuse, méticuleuse, on en a des représentations derrière. En sachant qu'on va voir après, mais ça a quand même un impact sur qui va vers ces métiers-là. Même si vous avez souvent mis masculin ou féminin, la représentation dans ces métiers est quand même genrée, puisque aide-soignant ou aide-soignante, on a encore une majorité de femmes, même si justement les hommes peuvent être recherchés, mais pour la type, justement plus pour dans le recrutement, on peut entendre, ah oui, on a besoin d'hommes pour l'aspect charge lourde, alors qu'un homme peut très bien avoir des capacités d'écoute ou aussi tout ce qui est en lien avec la relation d'aide aux patients. Et idem pour développeurs ou développeurs web. Alors justement, comment on s'oriente, hein, et qu'est-ce qui nous amène vers nos choix professionnels? Un chiffre sur l'orientation en première générale en 2019.
On peut voir que maths, ça reste une supériorité masculine avec 77,8% d'hommes qui choisissent, en tout cas de garçons qui choisissent les maths, et 61,4% pour les filles. SES, sciences économiques et sociales, 42,5% pour les filles, 35,1% pour les garçons. Le numérique, les garçons 15,2% et 2,6% pour les femmes. Donc, si on revient vers notre développeur web d'avant, dès ces choix d'orientation scolaire, on voit qu'il y a un fort impact sur le numérique, où les filles n'y vont pas. Et sciences de l'ingénieur, 11,1% pour les garçons et 1,6% pour les filles. Donc là, encore une marge à avoir de progression. Et voilà, justement, dans la façon dont on présente ces métiers, dans la façon dont on les décrit, ça peut avoir un impact. Ok, petite question. Alors, les diplômes délivrés. On peut voir que les filles réussissent tout aussi bien. En licence, elles représentent 58,4% des diplômés et 60,2% pour les niveaux master. Et dans les doctorats, 46%, école d'ingénieur, 28,1%. Déjà, on voit que sciences de l'ingénieur dans les choix d'orientation est très faible. Donc, ce qui explique aussi qu'elle soit très peu représentée en école d'ingénieur. Donc, on voit que dans l'orientation, il y a quand même un fort impact encore entre être fille ou garçon, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis un garçon et je veux aller vers plus des métiers du social ou de la petite enfance. Comment je vais faire ce choix-là et comment il va être reçu? C'est pas forcément facile également. Du coup, l'impact sur les métiers. Et là, je vous ai mis des petits exemples de métiers très sous-représentés. Par les femmes, pilote de ligne, 5%, chef d'orchestre, 4%, commandant de bord, 5%. Donc on voit qu'il y a des métiers où les femmes sont très peu représentées, tout comme les hommes. Un homme esthéticien, 3%, mailloticien, 2,6%, petite enfance, 2%. Petite question, mailloticien, est-ce que vous connaissez tous cette appellation et à quel métier ça renvoie? Est-ce que vous connaissez ce métier de mailloticien? Sage-femme, oui, tout à fait, c'est ça. Mais souvent, quand on parle de mailloticien, certaines personnes ne savent pas qu'on parle du métier de sage-femme, alors que l'intitulé exact est mailloticien, mailloticienne. Tous ces petits chiffres pour montrer qu'il y a des améliorations. Par exemple, on peut voir que le taux d'activité des femmes tend à rattraper de plus en plus celui des hommes, que la différence de salaire, c'est aussi quelque chose qui progresse et qui va s'améliorant d'année en année. Mais quand même, des freins persistants, notamment sur un impact qui est plus fort et qui est porté plus par les femmes sur la conciliation vie de famille, vie professionnelle, et un impact aussi sur les choix d'orientation, d'évolution professionnelle et conditions de travail. Donc ça, c'était un peu premier petit temps sur des chiffres. Et ce que je veux vous proposer, c'est comment on peut réfléchir justement sur j'ai un projet d'évolution professionnelle, de reconversion, de formation, où je m'interroge là maintenant sur mon poste et sur le fait que il y a des champs qui ne sont pas satisfaisants pour moi dans ma situation professionnelle aujourd'hui. Et ce que je vous propose, c'est des pistes, des réflexions qu'on peut avoir pour questionner cette question de l'articulation des temps et sur l'organisation que l'on a. Une première réflexion qui peut être sur ce qu'on appelle le temps choisi et le temps subi. Alors,
l'objectif n'étant pas qu'on ait 100% de notre temps qui est choisi. Des fois, ça arrive, mais il y a toujours un incompressible du temps subi. Par exemple, les horaires d'école des enfants, suivant qui sont à 4 jours et demi, ça, c'est pas nous qui choisissons. Donc là, on va être plus dans quelque chose de subi et sur lequel on doit s'adapter. Mais l'idée, c'est, et là, en tant que conseillère en évolution professionnelle, on a beaucoup de personnes qui arrivent en disant, dans mon projet d'évolution, de changement, je veux une meilleure articulation entre ma vie familiale et ma vie personnelle. On peut déjà venir questionner sur le poste présent, voilà, comment cette articulation se fait et quelles ont été les difficultés pour bien sûr, sur la suite, avoir identifié ce qui pose difficulté, mais aussi peut-être se rendre compte que dans son poste actuel, on a une marge de manœuvre et qu'on a du pouvoir d'agir sur ce temps subi. Hein. Et du coup, identifier pour la suite qu'est-ce que je veux et qu'est-ce qui est important pour moi. Des exemples, hein, par exemple, si il y a des métiers où on peut constater que on va avoir un niveau d'âge assez jeune et à 30-40 ans, on va changer de métier parce que cette articulation est difficile. Et des fois, dans les représentations que l'on se fait des métiers, eh beh, c'est un peu faux dans la mesure où on pense qu'on va avoir une meilleure articulation, mais que dans ces temps choisis et temps subis, par exemple, la mobilité pour aller sur son lieu de travail, quand on change de métier, ça peut venir dans la balance beaucoup plus fort dans le temps subi. Pour exemple, j'avais une jeune femme dernièrement dans les métiers de la coiffure qui est devenue maman, qui du coup a du mal avec les horaires là et qui voulait du coup aller sur des métiers dans l'administratif parce que des horaires de journée et moins de travail le week-end. Euh, mais par rapport à son lieu géographique et quand elle a exploré son marché du travail, elle s'est rendue compte que par contre cet emploi-là était, ces emplois-là n'étaient pas forcément très représentés dans sa zone géographique et que ça allait devoir amener un temps de trajet assez important. Et mine de rien, pour être sur un poste à 8h30, eh bien, ça voulait dire presque 1 heure de trajet souvent sur les offres qu'elle pouvait identifier, donc 7h30, donc amener ses enfants à 7h le matin, et chose qu'elle n'avait pas du tout envisagée, puisqu'elle commençait plutôt à 9h, 10h à proximité de son domicile. Et donc du coup, c'est venu tout réinterroger son projet d'évolution parce que déjà la garderie n'ouvrait qu'à 7h30 le matin, enfin voilà, des choses comme ça. Donc questionner cette question du temps et comment il se répartit et qu'est-ce que je veux par la suite, ça peut être une piste de réflexion. Ensuite, on peut aller dans le qui fait quoi. On parlait des tâches domestiques. Alors on peut se dire: «Oui, c'est inadmissible, c'est nous les femmes qui faisons toutes les tâches domestiques et cetera». Mais on peut aussi nous se questionner sur, quelles sont nos ressources, comment on peut changer les choses et quelle place on laisse dans notre organisation. Heu, Par exemple, dans CDFF, nous avons des groupes, qu'on appelle mères et femmes, un équilibre possible. Et on peut se rendre compte que, des fois, aussi, nous, en tant que femmes, on peut avoir un peu de mal à laisser de la place, au conjoint ou pas de conjoint, hein, parce on peut être maman solo ou papa solo, aux enfants aussi, de se dire, oui, quel est le rôle de l'enfant? Qu'est-ce que, je lui laisse faire? Et une façon qui est plutôt, assez, facile, c'est le qui fait quoi. On se pose, un petit tableau, un petit to-do list, qui fait quoi? On coche et on peut se re-questionner sur la répartition, des tâches. Pas hésiter bien sûr à questionner son réseau.
même si on est parent célibataire, il peut y avoir un entourage élargi, d'autres parents qui peuvent être aussi ressources. On peut se renseigner auprès des mairies, il peut y avoir des initiatives locales pour nous aider dans le quotidien. Il faut s'informer le plus possible. Et puis du coup se dire voilà quelles sont les croyances que j'ai en tant que parent sur cette conciliation entre une activité professionnelle et une activité personnelle, parce que des fois ça peut être aussi être investi au niveau associatif ou autre. Mais interrogez-nous, qu'est-ce qu'on croit? Parce que bien souvent ça vient expliquer cette question des rôles de l'enfant, du rôle que l'on laisse aux autres et comment on peut augmenter cette fameuse charge mentale et cette difficile conciliation des temps parce que, on pense que c'est à nous de faire ou que l'autre n'est pas capable ou on parlait des postes à responsabilité. Heu, Par exemple, une dame qui souhaitait évoluer sur un poste avec du management, mais qui pensait qu'elle pouvait pas se positionner parce que sa hiérarchie allait renvoyer que comme elle avait des enfants, heu, elle serait moins disponible. La question de la disponibilité pour son temps de travail et heu et en questionnant si, autour d'elle, il y avait d'autres femmes cadres, oui, exact, il y en a, heu on s'est rendu compte que c'est sa croyance à elle. Donc alors c'est pareil, c'est pas être naïf et de se dire: «Ça n'existe pas», oui, mais c'est après, pareil, lors d'un recrutement, comment je vais argumenter cette question-là, pour dire: «Ben non, voilà, moi je peux accéder à ce type de poste-là». Donc voilà un peu des pistes de réflexion, que l'on peut avoir soi-même ou quand on accompagne, des personnes, en questionnement sur l'articulation des temps, des petites choses sur lesquelles on peut les amener, à réfléchir. Ce qui est très important, bien sûr, c'est s'informer. Je vous le disais tout à l'heure, voilà, les initiatives locales, les associations de parents, les mairies, et puis des sites, ressources. Nous, sur beaucoup d'accompagnements, hein, de parents, heu on se rend compte que souvent, l'information parce que, «Oui, mais untel m'a dit que, de toute façon, moi, vu mon niveau de salaire, j'aurais pas droit, vu que ça, c'était un mode de qu'il y avait pas de place en crèche». Hem, Allez chercher par vous-même l'information parce que chaque situation est différente, chaque contexte est différent, chaque territoire est différent. Donc vraiment, il faut aller s'informer, bien sûr le CEP, le conseil en évolution professionnelle, est là pour pouvoir, vous conseiller, vous informer et vous orienter vers les partenaires du territoire pour répondre aux questions auxquelles vous avez besoin de répondre. Ça, c'est vraiment important. Heu, Juste une petite phrase pour vous dire aussi que, ce que l'on constate, c'est que cette question et pourquoi j'ai fait un zoom sur l'articulation des temps, c'est que vraiment c'est une question importante où, quand on demande qu'est-ce qui motive, l'envie de changer, hem, cette conciliation des temps est très importante, et souvent exprimée. On l'a vu tout à l'heure sur, les choix d'orientation. Comment je peux élargir, le champ des possibles? Alors nous, on dit toujours s'autoriser à découvrir l'inconnu, hein, s'informer, rencontrer des professionnels, des entreprises et quand on parle de croyances et des représentations que l'on peut avoir, par exemple, si je reviens sur, cette dame coiffeuse qui voulait aller dans l'administratif en fait, elle était sur un territoire où il y avait des entreprises de l'industrie composite, présentes qui recrutaient, beaucoup et en fin de compte, on était sur des horaires de journée, équivalents puisque c'était 8 heures le matin, avec un temps de trajet moins long. Elle a du coup, elle a pu aller, découvrir ces métiers-là, et en plus, elle qui était dans une activité physique dans la coiffure, elle a retrouvé quelque chose aussi dans cette dimension-là et elle a retrouvé aussi l'aspect, faire avec ses mains, hem et elle s'est rendue compte que, vraiment, elle n'aurait pas, du tout exploré ce type de métier-là, si de par l'articulation des temps, ne serait pas, elle n'aurait pas réfléchi au domaine administratif, ce qui l'a amenée ensuite à faire un bilan de compétences et à être dans cette exploration de l'inconnu et l'ouverture des champs des possibles. Donc voilà, ça, permettez-vous d'aller, voir des choses auxquelles vous penseriez jamais.
Et ensuite, des outils que l'on propose, nous, dans le cadre aussi du conseil en évolution professionnelle, mais les enquêtes métiers et ce qu'on appelle les PMSMP, période de mise en situation en milieu professionnel. C'est un outil pour aller découvrir un métier, vérifier l'adéquation sur le terrain, sur le poste sur lequel on se projette. Et ça, c'est bien sûr ce que l'on peut vous proposer dans le conseil en évolution professionnelle. Donc voici un petit peu les principes du conseil en évolution professionnelle. C'est gratuit, c'est confidentiel, c'est neutre, c'est accessible à tous et impartial. Nous, sur notre groupement, c'est une centaine de conseillers sur la Nouvelle-Aquitaine qui sont là pour vous recevoir sur de la proximité géographique et sur des horaires le plus accessible pour vous. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas à le solliciter. C'est pour qui? C'est pour tous, mais nous sommes l'opérateur pour les salariés du secteur privé, les indépendants et non accompagnés par un autre opérateur. Par exemple, je ne suis pas accompagnée par Pôle emploi, je suis demandeur d'emploi et je fais de l'intérim. On peut très bien nous solliciter. Pour ça, plusieurs niveaux. Un premier niveau d'aiguillage, on va venir interroger votre demande et pouvoir vous orienter sur ce conseil personnalisé vers un conseiller en évolution professionnelle. Et suite à ce premier niveau, si besoin, et selon votre souhait, un accompagnement dans la formalisation de votre projet et dans sa mise en œuvre. En sachant que on vous accompagne 6 mois sur la formalisation du projet et jusqu'à 18 mois sur la mise en œuvre. Donc en plus, c'est quelque chose dans la durée. Le numéro de téléphone, donc vous retrouverez bien sûr ces informations sur le replay et vous pouvez vous le noter, 09 72 01 02 03. C'est là où on viendra voir quelle est votre demande et où vous serez aiguillé vers le conseiller CEP aux disponibilités les plus faciles pour vous. Et un site internet, moncep.org, pour aussi vous informer et prendre rendez-vous. Pour terminer et juste avant de répondre à vos questions, je voulais vous proposer une vidéo qui est très courte et qui est à l'image un petit peu de ce qu'on vient de se dire. Alors, j'ai perdu ma souris. Hop là. Voilà, une petite vidéo et la petite phrase de conclusion, hein, voilà, c'est le talent qui compte. Donc, comme on l'a vu ensemble, essayer de limiter à ses croyances et puis la remettre, merci. Voilà. Et donc, du coup, de pouvoir élargir le champ des possibles. Alors, je vous ai mis des liens ressources, donc je vais les faire défiler le temps peut-être que vous puissiez poser vos questions dans le chat. Donc vous les retrouverez dans le replay et puis sinon vous pouvez là vous les noter ou les prendre en photo. Ce sont des petites ressources par rapport à notamment l'articulation des temps et des modes de garde, page emploi, la CAF, le site monenfant.fr. Et je le redis, informez-vous vraiment parce que bien souvent, même nous sur des groupes, quand on fait intervenir des techniciennes CAF sur l'information, ça m'est jamais arrivé que
on se dise, ah ben non, je savais tout, j'ai rien appris. À chaque fois, il y a une information qu'on n'avait pas vue ou auquel on pensait ne pas avoir droit et qui peut vraiment venir débloquer des situations. Donc ça, et ensuite, je vous ai aussi des petits liens sur des sites où on peut retrouver des outils. Notamment, là, c'est une petite BD sur l'orientation, voilà, qui est plutôt intéressante et même des fois, avec ces jeunes ados, ça peut être un outil pour parler avec eux d'orientation. École du genre, vous avez aussi pas mal d'outils. L'ANAC avec des centres de ressources et je vous ai remis aussi le site Droits des femmes, égalité entre les hommes et les femmes, avec pour les chiffres dont on a parlé lors de ce webinaire. Donc vous les retrouverez là. Hop. Donc par rapport aux questions, alors, Walter, Muriel. Alors, j'aimerais faire une reconversion professionnelle étant donné que je ne pourrais plus exercer mon métier. Le médecin conseil m'a conseillé un mi-temps. Ma question, quels sont les métiers qu'on peut exercer en tant qu'auto-entrepreneur? Y a-t-il une réunion à ce sujet où je peux me renseigner? Alors, tout à l'heure, je disais que sur le site lundi du CEP, il y a des replays et la question de la création d'entreprise a peut-être été dans les thématiques où sera à venir, vous pourrez voir. Moi, ce que j'aurais envie de vous répondre par rapport à cette question, quels sont les métiers qu'on peut exercer en tant qu'auto-entrepreneur? On peut en exercer beaucoup. Et ça va être une partie du questionnement sur votre réorientation professionnelle. C'est d'identifier déjà faire ce travail d'orientation vers quoi vous aimeriez aller. Et l'auto-entrepreneur est un statut, est une modalité pour pouvoir exercer un métier. Après, il y a des métiers plus spécifiquement ont une caractéristique d'activité plus spécifique en micro-entreprise. Par exemple, aujourd'hui, des personnes qui veulent être dans des métiers d'accompagnement du bien-être, sophrologue par exemple, est un métier qu'on exerce principalement, alors micro-entreprise ou autre statut, mais à son compte en tout cas. Donc il peut, oui, y avoir des métiers un peu plus ciblés sur ce type de statut, mais après il y a plein de métiers aussi où c'est que la modalité, on peut être salarié ou en micro-entreprise. Après, c'est comment cette question de la micro-entreprise vient être une réponse pour vous dans les questions plus globales de votre orientation aujourd'hui. Voilà, vous me dites, voilà, vous ne pouvez plus exercer votre métier. Est-ce que vous avez déjà envisagé des pistes ou pas? Est-ce que vous auriez besoin d'effectuer un travail vraiment de questionnement de votre orientation professionnelle? Alors je ne sais pas si vous êtes accompagné dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, mais n'hésitez pas à solliciter un conseiller pour venir balayer un petit peu toutes ces questions et pouvoir y répondre. Juste une petite question, c'est Walter Muriel, c'est moi qui avais posé la question. J'aurais une petite question parce qu'en fin de compte, moi j'habite en Alsace. Est-ce que c'est possible d'appeler le numéro de téléphone que vous nous avez communiqué? Parce que je sais déjà un peu vers quoi j'aimerais m'orienter et je ne sais pas si c'est possible ou pas. Parce que moi, en dehors de mon métier, j'ai exercé pendant 22 ans parce qu'une assistante sociale n'intervient pas chez les personnes âgées. Donc pendant 22 ans, je suis occupée d'une personne âgée, donc jusqu'à ses 105 ans. Elle est restée à domicile, j'ai encore tous ses discours, j'ai tout. Donc, et je ne sais pas si ça peut s'exercer en tant qu'auto-entrepreneur ou pas. Est-ce que c'est possible d'appeler ce numéro venant de l'Alsace ou c'est réservé à l'Aquitaine? C'est un numéro unique et alors en tout cas, il y a moncep.org. D'accord. Et sur ce site-là, vous pourrez identifier l'opérateur CEP de votre territoire. Mais je confirme que c'est le même numéro en Alsace, pas de problème. Voilà. D'accord, ok, merci beaucoup, c'est gentil à vous. Y a-t-il une durée minimale d'activité pour un jeune avant d'accéder à l'accompagnement d'un CEP
pour réfléchir à une possible reconversion. Il n'y a pas de minimum d'activité, c'est son statut qui va l'orienter vers l'opérateur CEP. Si c'est une personne qui est active occupée aujourd'hui, donc qui est dans les critères que l'on a vus tout à l'heure, voilà, il est salarié du secteur, là j'étais trop vite, salarié du secteur privé, il n'est pas accompagné par un autre opérateur, il peut tout à fait être accompagné dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Après, sur les moins de 26 ans, il y a l'opérateur mission locale, donc voilà, il faudra vérifier qu'il n'est pas suivi et accompagné dans le cadre du CEP déjà par la mission locale. Je dois vous quitter, ben, merci à vous aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce qui vous a été présenté, et notamment aussi un petit retour sur cette question de l'égalité professionnelle, les chiffres, est-ce que c'est quelque chose sur lesquels vous étiez plutôt informé? Est-ce qu'il y a des choses qui sont venues vous surprendre peut-être? Est-ce que vous avez encore des questions? Non, pas de nouvelles questions? Ok. C'est le CEP? Non, nous ne réalisons pas le bilan de compétences. Nous, on va voir avec la personne quelle est cette demande, l'informer sur comment elle peut mobiliser un bilan de compétences, comment identifier un prestataire, une structure faisant des bilans de compétences et également comment elle peut financer cet accompagnement-là. Donc, nous, on va l'aider là-dessus. Après, dans le groupement, dans les groupements qu'il y a du conseil en évolution professionnelle, il peut y avoir des opérateurs qui font des bilans de compétences parce que n'ont pas que pour seule activité le conseil en évolution professionnelle. Mais dans ce cas-là, de toute façon, il sera orienté vers l'ensemble des partenaires du territoire qui font du bilan de compétences. Et si de son choix et de par l'offre de services qu'il a sur son territoire, il choisit un opérateur qui est la structure qui fait le CEP, il ne sera pas accompagné par le bilan de compétences par l'opérateur et la personne qui l'accompagne dans le cadre du CEP. Merci beaucoup, la réponse est très intéressante. Bon, Donc, je n'ai pas appelé le numéro de téléphone. Pardon? Ça a coupé, je suis désolée. J'hésiterai pas à appeler le numéro de téléphone que vous avez indiqué. Donc, c'était une réunion. Je vous le conseille. Et puis là, vous parliez du médecin conseil. Il faut savoir que les opérateurs CEP, on est en lien aussi avec tous ces services et on travaille en partenariat. Donc, c'est important voilà, que vous puissiez solliciter tous les acteurs qui sont à votre disposition dans la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci à vous aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon? Merci, c'était très intéressant et très clair. Bon, merci Alice. Super. Les entretiens sont en présentiel ou en distanciel, comme vous le souhaitez. Toutes les modalités de rendez-vous sont proposées. La volonté du conseil en évolution professionnelle, c'est que l'on soit le plus disponible possible. Et dans le contexte sanitaire actuel, bien sûr, il y a du distanciel, mais pas que. Le distanciel, ça peut être aussi parce que j'ai une pause déjeuner et en enlevant le temps de trajet, ça peut être plus pratique pour moi d'être en téléphone ou en visio. C'est tout à fait possible et chaque structure propose des rendez-vous également en présentiel pour les personnes qui le souhaitent, dans le respect bien sûr des règles sanitaires actuelles. Les rendez-vous sont-ils rapides? Alors pareil, la volonté du CEP, c'est qu'on soit quand même sur un maillage territorial important. Donc vous avez normalement un rendez-vous qui est proposé assez rapidement. C'est la richesse du fait d'être
un groupement, plusieurs conseillers et d'être répartis aussi sur le territoire. Et notamment les modalités distancielles présentielles aussi peuvent permettre aussi des fois des rendez-vous plus rapides. Il faut savoir que sur les rendez-vous, on est aussi sur des horaires élargis. Par exemple, vous pouvez avoir des rendez-vous à 8h le matin jusqu'à 19h30 le soir et il y a aussi des samedis, hein, et entre midi et 2. Hein, sur les actifs occupés, on tient vraiment compte de la spécificité d'être en activité et d'avoir une disponibilité pour que les personnes n'aient pas de frein en termes de disponibilité pour solliciter le service. D'autres questions? Non. En tout cas, je vous souhaite une belle après-midi. Il y aura le replay, donc vous pourrez revisionner ce webinaire. Et puis, voilà, il y aura les liens qui seront en ligne également pour pouvoir retrouver les informations. Voilà. Eh bien, de rien, c'était un plaisir. Merci. Bonne journée. Au Bonne revoir. journée à tout le monde. Au revoir.